Bienvenue dans Temps Mort, le dernier né de la famille des programmes UWH News. Avec mon acolyte Maxime Piazer, on va revenir sur la carrière de joueurs et de joueuses qui ont marqué l'histoire du hockey. Max, est-ce que tu es prêt à démarrer cette nouvelle aventure finalement? Hyper prêt et très content, je trouve ça passionnant. Moi j'ai toujours été passionné par mon sport et notamment par les anciens joueurs entre guillemets, leur histoire, des choses comme ça. Donc je trouve ça intéressant de la partager, très intéressant. Et pour cette première, on va justement accueillir un grand monsieur du hockey français, multiple champion de France, champion d'Europe, champion du monde. C'est Loïc Corbeil qui est avec nous. Loïc, comment ça va? Ça va très bien, merci de m'accueillir. Merci à toi de faire le petit cobaye un petit peu de ce nouveau programme. Pour faire un petit résumé de ce qui va se passer dans cette émission, on va faire une rétrospective de ta carrière qui a commencé avec ton club de Fontenay avant de se terminer avec l'équipe de France U24. Donc voilà, ça va se dessiner en 3 parties. Et écoute, on va commencer directement avec la partie club, la partie Fontenay. Alors Loïc, aujourd'hui tu as 45 ans. Oui. Tu es joueur depuis quasiment 30 ans maintenant. Mais de ce que j'ai vu, tu as débuté le hockey assez tardivement, à 17 ans je crois, c'est bien ça? C'est ça. En 1994, exactement. Comment ça se fait que tu as débuté aussi tard, justement? Juste avant, je faisais du judo avec mon deuxième frère. Mon frère aîné, c'est Luc, qui joue au hockey aussi. Et c'est lui qui m'a fait découvrir, on va dire, le hockey. Et puis, c'est parti. Et est-ce que dès que tu as commencé, j'imagine pas tout de suite, mais tu t'es dit très rapidement, l'équipe de France, ça a l'air cool, j'aimerais bien y aller et tout, parce que du coup, tu commences en 94, ils sont champions du monde en 98. Est-ce que tu t'es dit, moi aussi, je veux en être et tout, ou c'est venu plus tardivement que ça Non, parce que 99, j'ai fait ma première sélection, j'ai commencé 94, et c'est 2 ans avant, Arnaud est venu, il est venu dans notre club. C'est ça, 97 ou 98 justement. Il est venu dans notre club et c'est là que ça a monté en fait en puissance mes envies en fait de stage France et ainsi de suite. Et depuis ça s'est plutôt même bien passé pour toi, notamment en club avec 9 titres de champion de France, aussi 9 coupes d'Europe des clubs. Tu as aussi été coach en junior. D'ailleurs, il y a un de tes joueurs que tu as coaché en junior qui a tenu à se remémorer un petit peu les premiers souvenirs qu'il a gardés de toi. Pour ma part, je t'ai connu, j'étais tout petit et tu étais déjà très grand. Je vous regardais de loin étant petit et après tu as été mon coach, tu m'as emmené partout, tu m'as fait découvrir le hockey à un beau niveau. Les premiers stages équipe de France, c'est toi qui m'as emmené, donc c'est de super souvenirs. Et puis on est devenus coéquipiers après et on a vécu encore tellement de choses ensemble entre les compètes et tout. Voilà, quel souvenir finalement tu gardes aussi des débuts de Stéphane et de toi aussi en tant que coach? En tant que coach, de Stéphane déjà, il avait on va dire, il était déjà charpenté, donc c'était utile pour l'équipe, forcément. Après, il y avait, comment on appelle ça, Stéphane aussi a fait aussi un petit peu de rugby, donc c'est ça qui est certaines affinités. Maintenant, il y a, en tant que coach jeune, c'est délicat parce que ils font, c'est vrai qu'ils ont ramassé quand même. J'avoue. Pourquoi ils ont ramassé? C'était pas à l'époque. Je vais pas dire à l'époque, mais si ça date quand même. Un petit peu quand même. Ouais, ça commence à dater, j'avoue. Le truc qu'il y a, c'est qu'il y avait les entraînements, on poussait les entraînements, même si on allait vraiment dans les rupteurs, et puis si ça marchait pas, ils continuaient. C'est là qu'on a sorti, au lieu de faire de la nage et du hockey, c'est là qu'on les a sortis. C'est là que je faisais les dimanches ou les dimanches après-midi. On allait à la maison ou sur des stades et tout ça, et puis on prenait le ballon de rugby, on faisait un petit peu, et puis on faisait des baroudes aussi, c'était rigolo, on en parlera après peut-être. Voilà, et puis les jeunes, ils sont pas habitués à ça. Et c'est, de toute façon, c'est de là où tu trouves la cohésion d'équipe, il n'y a pas photo. C'était ma façon de procéder, et puis j'ai toujours fonctionné comme ça. Et finalement, de ta carrière en tant que joueur et en tant que coach, c'est quoi le souvenir le plus marquant que tu gardes de ta période Fontenay? Okay. Ma période Fontenay? Ouais. Notre premier titre de champion de France. C'était quelle année du coup? 99. Ouais. Vice-champion de France. Et c'est 2001 à Saint-Malo, que je dis pas de bêtises.
Donc 99, vice-champion de France. Ouais. 2001, champion de France. 2000, on a fait, je crois, pareil. Et c'est en 2000 ou en 2001, on a été champion de France. Contre à Saint-Malo, Pontoise. Pontoise. Ouais. Ça a toujours été contre Pontoise ces années-là, ou il y avait pas les équipes chaînées aussi Ouais, c'est ça. Là, on voit l'image de 2002, justement, avec ce titre. C'est ça. Ok. Et c'est peut-être 2002. Okay. Mais ouais, on a enchaîné. Ouais, c'était. Puis après, de toute façon, on n'est pas. 99, c'est la première année où on est monté sur le podium. On voit l'image, justement. Parce que voilà, ça c'est. Après, ouais, belles anecdotes. Et 99, ouais, c'est la première année où on est monté sur le podium et on n'est jamais descendu. On n'est jamais descendu. Dans tes années, ouais, toi, tu as toujours fait podium de championnat de France, du coup ? Toujours. La stat est folle, quand même. Clairement. Et comment t'expliques que vous êtes arrivé à ce niveau-là ? Parce qu'il y avait d'autres équipes, il y avait le Chenet notamment à cette époque-là qui était très fort contre Pontoise. Alors il y a eu entre 94 et 99, un jeudi sur deux, on allait s'entraîner au Chenet. À partir de... C'était de la route, là, c'était... 96 km, 96 km ça rappelle encore. Et un jeudi sur deux, on allait au Chenet, pendant 3 ou 4 ans, avant qu'on soit sur le podium, on arrivait à chaque championnat de France, on prenait 10-0 par Chenet, 10-0 par Pontoise, on dit c'est bon, on va essayer de jouer maintenant, hop, on jouait, et puis on grattait, on terminait 6e, 5e, et il n'y a que l'année vraiment, où 99, où là ça a enclenché. Il y a eu un déclic sur cette année-là, ou c'est vraiment l'accumulation de tout le travail qui a été fait avant ? Ouais, c'est vraiment une grosse montée en puissance. Et l'effet championnat du monde 98, ça vraiment, à partir de 97, il y a vraiment eu une émulation vraiment au niveau du club. Et là, c'est parti. Parce que Arnaud, il vient de quel club à la base ? Il est de Reims. Ah, ok, du coup, il est arrivé. Parce que du coup, à ces époques-là, il y avait Jacques, il était déjà à Fontenay ? Non, il est arrivé un an après Arnaud. Donc il y a Hervé, Nico, oui. Arnaud, toi, ton frère. Et après, les autres, ils sont un peu disparus maintenant dans le hockey, mais ok. Et du coup, après, vous êtes restés comme ça, et du coup, c'est de monter en puissance qui est... et après, je te dis, c'est tous les... Il y a ça, plus après l'effet, je te dis, championnat du monde 98, où il y a eu un jeudi sur deux, les samedis, on allait à Pontoise, on allait s'entraîner, il y a des fois où l'équipe de France venait à Fontenay, où on jouait le vendredi soir, et puis le lendemain, tu allais faire le stage, on n'a pas arrêté. Ça devait être quand même des sacrés matchs, les Fontenay-Pontoise à l'époque, ça devait quand même quelque chose en termes d'intensité. Ouais, ça donnait. Il y avait encore Olivier Mathieu, Michel Balster, Cédric Rollin, il y avait des anciens. Le classico de l'époque, un petit peu, le Fontenay-Pontoise. Le match à ne pas rater. Le classico, ouais, c'est ça, exactement. Et surtout que dans votre esprit, à cette époque-là, vous saviez pertinemment que c'était la seule équipe qui potentiellement allait vous battre et que vous alliez accrocher, parce que les autres équipes, le niveau n'était pas aussi resserré qu'aujourd'hui. C'est pas le fait que le niveau est resserré aujourd'hui, parce que on va dire que les 4-5 premiers, s'il y a une équipe à l'instant T qui merde, hop, on est d'accord. Hein. Actuellement, ça va faire, je pense, 2 ans. Un an sur 2 ans que c'est à peu près comme ça. Mais nous, à cette époque-là, oui, il y avait vraiment, on sentait la différence entre les 2 premiers. Après, le 3-4, ça pouvait se bastonner, mais il y en avait un des 2 qui pouvait passer, mais c'était vraiment au fil. Et après, il y avait vraiment un gap, sans dénigrer les équipes qu'il y avait en dessous, attention. Bien sûr. Mais tu sentais que... faut être franc, tu disais je vais faire un quart de finale, tu dis c'est bon, c'est bon, on va préparer la demi-finale. Je te dis toujours sans dénigrer les équipes, mais tu dis c'est à un moment donné tu gagnes 2-0, quoi qu'il arrive. C'est ça. Mais ouais, c'est faut... Il y avait une rivalité qui pouvait être elle était positive, la rivalité avec Pontoise, ou des fois c'était un peu tendu et on sentait que ça pouvait un peu, parce qu'il y avait quand même des bons gaillards dans l'eau, des mecs qui il y avait toujours Non, parce que après il y a eu toujours les on-dit, tu sais. Bien sûr. C'est l'équipe de France de Fontenay, c'est parce qu'il y avait les 3/4 des joueurs de Fontenay étaient en équipe de France, en sélection élite ou junior pour certains. Tu passes outre tout ça en fait. Tu dis dans ces cas-là, va en équipe de France ou c'est ça, bosse pour y aller et puis tu verras, ça va bien se passer. Hein,
Maintenant, ouais, il y avait toujours la petite rivalité. Et tu vois, j'en parlais pas au dernier championnat de France il y a 2 ans de ça avec. Il y avait Thomas Roussel et il y avait comment il s'appelle? Cédric Rollin. Cédric était là aussi, mais Thomas Berland. Il était passé. Thomas Berland. Il a dit, ils étaient en train en fait de savoir de compter les finales en fait qu'on avait fait ensemble, parce que pareil, c'est finale élite, finale master, finale des championnats d'Europe, parce qu'à l'époque c'était manche 1, Coupe d'Europe et manche 3. Ouais, on enchaînait. C'est c'est ça. Donc voilà, après je pense qu'il faut de temps en temps aussi une petite on s'était pris une petite claque dans la gueule, faut être franc, c'était une Coupe d'Europe des clubs, je sais plus si c'était Malaga ou je sais plus où là où on avait terminé hors tableau, je crois. Après je peux plus te dire quand, mais ouais, on s'était pris une petite claque dans la gueule et là ça te met une pincette à te dire tu gagnes, tu es sur le podium, c'est bien, mais t'as vu qu'ailleurs, il y a aussi du potentiel. Qu'est-ce qui faisait la différence sur ces matchs-là en finale? Genre, quand vous gagnez, quand c'était Pontoise, est-ce que ça allait jouer sur des faits de jeu, des prisons, des choses comme ça? Sur des exploits individuels ou... L'exploit individuel, l'exploit individuel, oui. Les faits de jeu, l'arbitrage y est vraiment pour beaucoup. Il faut être franc, parce que à l'époque, on n'avait pas l'arbitrage qu'on a maintenant. Toujours à prendre avec des pincettes. Bien sûr. Ok, on est d'accord. Je pense que le hockey a évolué énormément. J'adore les arbitres, sauf certains des fois, quand même. Et non, mais c'est vraiment ça jouait sur des faits de jeu et à celui qui vraiment va péter le câble. C'est celui qui marque, si vraiment il n'arrive pas à maintenir son score, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Du coup, tu as dit vous gagnez en 2000, enfin tu te souviens plus trop, 2001-2002, vous gagnez votre premier titre. Et tu te souviens de la finale, le score et tout, ou c'est 3-0 ou 3-1. Ah ouais, donc bon match où vous dominez. Ouais, parce qu'on enchaîne 2 buts d'affilée. Et là après, même dans les gradins, c'était monstrueux. Tu dis waouh, tout le monde est avec nous. Ouais, c'était un peu l'ogre à abattre Pontoise et du coup. Ouais, un petit peu ça. Comme nous, on a battu Fontenay. Tu le vois, mais ce qui est tout à fait normal. Tout à fait normal. C'est, tu jouais ailier du coup à l'époque, c'est ça? Ouais, ailier gauche, ouais. Et depuis, tu as aussi fait partie de l'équipe Masters de Fontenay, avec laquelle tu as gagné, je crois, 5 fois le titre de champion de France d'affilée. Exact. Comment est-ce que tu le vis un petit peu aussi intensément, cette épopée, on va dire, avec cette équipe Master? Est-ce que tu le vis aussi fort que les élites? Tu te dis c'est peut-être un peu plus, pas pour rigoler, mais moins impressionnant, on va dire. C'est détendu, mais tu as, quand tu regardes la clique qu'il y a là, après elle change pas trop au fur et à mesure des années, mais tu vois que tu as déjà 3-4 bonhommes qui jouent en élite, plus après, moi je me mets en équipe 2, mais tu as Cécile et Coraline qui sont joueuses internationales, donc forcément c'est bien, c'est un bon mix. On a l'ancienne, la mère de Nico, Maryse, qui est la doyenne. C'était la doyenne de la compétition, plus de 70 ans, l'ancienne. Et championne de France. Mais c'est bien. Ouais, mais c'est bien. C'est bien. On l'a fait jouer et c'était sympa. C'était sympa. Et il n'y a pas de tabou et c'est relax. Tu sais remobiliser à l'instant T l'équipe. Ouais, c'est bon, hop, Master, hop, on va jouer, attention, grosse équipe, machin, ainsi de suite. Mais après, tu sais lâcher du lest où il y a des fois en élite où tu te dis, où le lest, tu le lâches pas trop, tu gardes quand même un flux tendu. Or que là, en Master, c'est Pampelop, on va boire un café, on va un café, c'est bon, tranquille. Surtout qu'encore les finales se passent encore contre Pontoise. Donc exactement. Vraiment... Ouais, grosse. De toute façon, les joueurs de Pontoise, ça reste toujours. On se suit. Eh écoutez, on va passer maintenant sur la petite page équipe de France, sur un petit peu ton aventure avec l'équipe de France qui a débuté donc, comme tu l'as dit, en 1999 à Crange, où l'équipe de France termine 2e. Quel souvenir tu gardes de tes débuts avec cette équipe, cette génération championne du monde finalement? Ils avaient créé le pôle France à l'époque, c'était vraiment moi ça me faisait cette impression là, c'est pour y rentrer tu dis waouh, c'est chaud quand même, c'est chaud parce qu'il y avait
il y avait Cédric, il y avait des champions du monde là-dedans. Il y avait Cédric, il y avait Olivier Mathieu, un grand tacticien. Il n'y a pas photo. Hein. C'est dommage qu'il ait arrêté d'ailleurs. Hein. Mais il y a des bêtes de concours là-dedans. Et pour vraiment rentrer, il fallait sortir du lot. Au fur et à mesure, après, on a commencé. Là, il n'y avait pas de tabou. Si tu savais pas faire ça, t'es pas pris. Si tu fais pas tant, t'es pas pris. Non, il n'y avait pas de marge de progression. Il y avait pas. C'était que le top et le top. Ouais, c'est tout. Ouais, c'est ça. On peut dire ça, ouais. Et pour rentrer, il y a des fois où tu te dis, c'était chaud. Ouais. C'était chaud. Alors, c'est pour discuter, hein, mais parce que tu penses qu'aujourd'hui c'est plus trop le cas, que c'est plus facile de rentrer en élite ou qu'on est plus patient avec les joueurs élites ou... Non, c'est pas ça. C'est que maintenant, tout est structuré. J'entends par là. Les jeunes. Que ce soit les jeunes, que ce soit la façon d'entraîner, les ostéos, il y avait avant, hein. Mais avant c'était un médecin de la Fédé entre guillemets qui venait et puis maintenant il y a l'ostéo, kiné, préparation mentale. On se structure, c'est le top, J'avoue, il n'y a pas de, on monte en puissance et c'est bien, c'est très bien. On ressemble à quelque chose quoi. C'est rigolo parce que du coup, quand on a préparé l'émission, parce que j'ai connu Louloute pendant très longtemps en tant que coach et il nous a jamais. Je trouve que ça montre un peu la personnalité qu'il a. Il est très humble. Il nous a jamais très peu parlé de ses années équipe de France. Mmh. Et je pense que tu demandes à tous les gars qui étaient à Hobart, il y en a aucun qui pense que Louloute avait été resté si longtemps en équipe de France élite et qu'il a fait tout ça. Parce que c'est vrai que tu t'es jamais vanté, tu t'es jamais présenté comme moi je suis Louloute, j'ai fait tout ça en équipe de France et c'est pour ça que je suis là. Et je trouve que c'est parce que même moi qui m'intéresse énormément, je faisais les tests d'aptitude avec vous. Ouais, et tu vois, et c'est vrai que je me suis dit putain, il a vraiment cette pudeur là et il est humble, il a dit non, c'est pas pour ça que je suis là. Et en vrai, c'est cool, c'est tout à son honneur parce que c'est pas le cas de tout le monde, je pense, et tout, et c'est vraiment cool. Alors ensuite, après 99, il y a 2000 et 2001, donc 2000 Hobart et 2001 à Belgrade. Mmh. Et en fait, tes 3 premières compétitions avec l'équipe de France, vous terminez deuxième. Ouais. Est-ce que tu commences à te dire, c'est quoi, je suis maudit ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ou pas du tout, tu vas juste compétition par compétition? Non, moi ce que je pensais c'était que j'étais pas au niveau parce que j'ai pas fait la finale en fait. Et en fait, si tu regardes la structure, c'est tout à fait normal que j'ai pas fait la finale. De quelle compétition tu n'as pas fait la finale? Hobart. À Hobart. Ouais. D'accord. Et c'est tout à fait normal. C'est quand tu prends du recul, ça fait bizarre de voir ces photos, c'est cool. Non, si tu prends du recul, tu te dis t'es pas. Tu fais ta compétition et en général l'entraîneur il voit avec le capitaine et vice-capitaine, hop, ils se réunissent et ils disent voilà, pour la finale on fait rentrer un tel, on sort un tel, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis voilà, c'est notre avis et puis ça doit tourner comme ça et puis là ça a tourné comme ça et on était à partir à Hobart. On était deux sur la touche, c'était les deux. L'équipe qui a fait, comment on appelle ça, la finale d'Hobart. 2001 du coup, hein, c'est ça 2000. Hobart c'est 2000. 2000 ouais. Tous les 2 ans, donc 2000. L'équipe qui a fait, c'était l'équipe qui était championne du monde, qui a fait la finale. Et les deux qui ont été sélectionnés, en l'occurrence, c'était Thierry Marquand et moi. On n'a pas fait la finale. Et est-ce que c'est quelque chose qui t'a forcément déçu, j'imagine, de ne pas faire la finale, mais est-ce que tu as tout de suite compris, en fait, parce qu'on sait que parfois, les joueurs ont du mal à comprendre... T'es frustré, mais c'est normal, t'es frustré, tu fais pas la finale, t'as tout le monde, tu te dis, pourquoi ils veulent pas que je fasse la finale? Au retour, t'as pas avec le recul, tu te dis, que ce soit déjà physique, et après faire une finale de championnat du monde, c'est pas... Il n'y aura pas 40 000 potentiellement. Ça, et puis c'est pas... faut tenir sur la longueur, en fait, ton championnat du monde. C'est ça maintenant qui est très difficile. C'est sur les équipes actuelles, on prétend au podium, et pour accéder au podium, faut tenir dans la longueur. Alors du coup, après 2001, on part à Calgary, donc au Canada en 2002. Ouais. Alors la France terminera 3e, oui. Mais il y a déjà eu, avant de partir, il y avait eu un petit problème au niveau de l'avion, je crois. Il y avait un petit problème de place entre toi et ton frère. Mon frangin, ouais. C'était Parce que c'était L. Orvet,
Luc, Loïc. Et sur les billets d'avion, c'était L.Orvet et L.Orvet. Et ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi il y avait 2 billets avec 2 places différentes. Et du coup, vous avez fait quoi ? Du coup, tu montes tes passeports, machin, ils veulent pas comprendre. Tu dis, on va pas rester ici. Hein, Et c'est à force de montrer les passeports, si, on est frangins. Et... Finalement, c'est passé. Vous n'avez pas partagé un siège ? Non. C'est fou comme histoire quand même. C'est dingue. Tu dois arriver et te dire, mais dans quel monde je vis, quoi. Genre, on a le droit je suis moi, en fait. Le même prénom, c'est même première lettre de prénom. Ouais. Ah ouais, c'est fou. Oui. Ça se joue à ça, des fois, un championnat. Franchement. Et donc, il y a eu cette 3e place qu'on a évoquée. Et apparemment, tu as eu un petit problème après la petite finale. Et ça, c'est Arnaud Lagap qui va nous le raconter. Salut Loulou. Ah putain, est-ce que tu te rappelles combien de temps tu as passé dans les toilettes après la petite finale à Calgary ? Une bonne heure et quart. À mon avis, pas mal. Ouais. Une bonne heure et quart, t'as dit ? Une bonne heure et quart, je crois. C'était un contrôle antidopage ou ? Ouais, j'avais pas envie de pisser. Et en fait, je flippais de boire parce que si tu bois trop, en fait, tu dilues tes urines. Du coup, et tu dois patienter. En fait, ils viennent te chercher au bord du bassin. T'as fini ton match, ils viennent te chercher. T'as un bolos qui vient te chercher là. Hop, il te présente, il dit machin, il te fait voir une feuille. Tu dis ok, hop, tu le suis. Et à Calgary, on a été. T'avais une salle avec des toilettes. Il te présente, il t'explique. Pardon. Il t'explique, t'as un petit pot jaune, un petit pot vert, machin. Ok, d'accord, faut que tu urines. Ok. Mais là, j'ai pas envie. Et texto, j'avais vraiment pas envie. Et du coup, on attend. Voilà. Alors, je lui dis, on va attendre, je vais boire un petit peu. Alors, je bois, je patiente, machin, je bois, j'attaque déjà 2 bouteilles, 1 demi-litre. Je fais, ouais. Et après, d'un seul coup, et là, il m'a coupé la chic, et il me dit, attention, si les urines, elles sont complètement... l'angoisse. Il dit, c'est mort, on recommence, mais il faut repartir sur un autre test, machin. Ouais. Maintenant, ça va pas être possible. Et du coup, la petite finale, tu l'avais jouée ce coup-ci par rapport à la finale ? Ouais. Et du coup, en plus, tu as l'émotion de ça, parce que vous gagnez la petite finale. finale. Oui. Et là, on vient te chercher tout de suite, ça allait bien là. Et puis en attendant, les mecs, ils étaient. Fêtaient ça. Voilà, oui, c'est ça. Ouais. Bref. Ils sont tous en train de fêter, toi, t'es là dans ton petit bureau. Et puis de temps en temps aussi, hop, tu vas, et il faut que tu laisses la porte des toilettes ouverte. Et puis t'as le mec qui attend, qui est derrière toi, il te regarde. Tu te dis, attends, Bobby, je peux pisser tranquille, quoi. Quand même, ça va pas marcher. Hein. Je lui dis, si tu me regardes, ça va pas marcher. Hein. Alors de temps en temps, hop, il se décalait, hop, ça marchait. Des fois, je regardais, puis hop, il passait la tête. Et j'ai rien, j'étais en slip. Hein. Il pensait que j'allais prendre un truc d'urine, tu sais. Ouais, après, ils font. Enfin voilà, ils ont fait leur taf. Ouais, mais je crois que c'était une bonne heure et quart. Ouais. Ça fait beaucoup. Ouais, une bonne heure et quart, j'ai attendu, hop, victoire. Et ils m'ont tous applaudi, je crois, quand je suis redescendu et tout. Ils t'ont fait la célébration de la 3e place. Ouais. Et j'avais refait un 2e contrôle antidopage. Je suis ah non, pas là. Et je sais plus sur quel championnat j'en avais refait un. Et après, du coup, on va passer à l'Euro 2003 de Saint-Marin. Saint-Marin, ouais. Et là, ça se passe beaucoup mieux pour l'équipe de France. On le voit sur ce podium, à la première place, sur tout ce podium. Ouais. Est-ce que cette première place, c'était en quelque sorte une espèce de consécration pour toi ? Tout ce que je me rappelle, c'est que il y avait une grande côte pour aller à la piscine. Et il fallait qu'on y aille. Et les filles, elles avaient leur minibus. Ça m'a toujours marqué à Saint-Marin. Mais sans parler de ça, consécration, non. Oui, tu termines champion d'Europe avec les mecs. Et c'était super cool, Saint-Marin. C'était vraiment très bien. Après, du coup, on part à Marseille en 2005, où là, la France termine 2e. Ouais. Ensuite, il y a la Coupe du Monde à Sheffield en 2006, où là, la France refait un podium. En fait, toi, tu n'as fait que des podiums avec l'équipe de France élite. Ouais. Mais 2006, du coup, c'est la compétition. 3e. Mais tu pars, du coup, parce que c'est là où tu as fait tes caillots. C'est en 2004. En 2004, à Christchurch, je ne suis pas parti. J'étais sélectionné. C'était Loïc Loalier qui est parti à ma place. Et je me rappellerai toujours... Laurent Dubost était tellement chien de thunes qu'il a voulu récupérer mon survêtement équipe de France. On te le donne, tu sais, c'est la consécration, quoi. Et il a voulu récupérer mon survêtement un taille... grande taille, un 196, et pour le petit Loïc, quoi. Donc, bref. C'était la petite anecdote de l'aéroport, ça. Il y en aura d'autres. T'étais allé à l'aéroport ? Ouais, j'avais accompagné tout le monde. Ah oui.
Et toi, genre, c'est un souvenir encore marquant. Tu te dis, t'as fait chier ou parce que j'ai l'impression quand même que t'as cette capacité à te dire, ouais, c'est la vie, c'est pas grave, c'est passé, c'est comme ça. Bon, c'est passé. Après, c'est reculé pour mieux sauter. Là, franchement, la Nouvelle-Zélande, c'était. C'est un beau voyage. Faut pas se mentir, c'est un très beau voyage. C'est aussi le pays du hockey. Absolument. C'est le pays du rugby aussi. C'est monstrueux. C'était monstrueux. Puis il y avait de très 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 bons potes, donc ouais. Et ouais, en 2004, on tournait bien. Et après, on part donc en 2006 à Sheffield. Ouais, non, je t'écoute. Ça, c'est à Tasmanie, ça, à Hobart. Ouais, à Hobart, toujours en 2000. Donc voilà, on est en 2006. Donc on l'a dit, la France termine 3e. Ouais. Et apparemment, dans cette compétition, tu as eu un petit problème avec ton équipement. Et ça, c'est Nico Leger qui va nous le raconter. Loïc, avoir une équipe solide, c'est hyper important. Mais avoir des maillots de bain solides aussi, c'est super important. Ah bon ? Tu peux nous parler un petit peu de Sheffield en 2006, s'il te plaît ? Je sais plus. Apparemment, c'était une histoire de slip qui aurait potentiellement craqué. Ah, peut-être, je sais plus. Tu t'en rappelles plus ? Non, ça me dit plus rien. C'est possible, mais tu t'en rappelles pas, quoi. Ouais. Bon, possible, oui, c'est sûr. On va t'en mettre une deuxième, on va voir si celle-là, si tu t'en rappelles. Celle-là, c'est Stéphane Royer qui nous la raconte. Ouais. Moi, j'ai des bons souvenirs. Un resto chinois bondé en Angleterre où tout le monde se retourne vers toi d'un seul coup. Tu te rappelleras pourquoi. Ah bon ? Putain, je sais plus. Attendez. Apparemment, de ce que j'ai pu. On l'a dit, cette capacité à prendre du recul, comme quoi, ça marche aussi pour les souvenirs. Mais ouais, apparemment, c'est donc dans un resto chinois. Apparemment, t'aurais poussé une espèce de grand cri où tout le monde se serait retourné vers toi et t'aurais regardé et il y aurait eu une espèce de grand silence après. Est-ce que tu t'en rappelles de ça ? Les moments de folie comme ça où tu m'étonnes, c'est sous vraiment... l'émotion, tu avais déjà trop... Ouais, tu poses le cerveau, allez, vas-y, je veux le temps, c'est parti, il y a du monde, tu t'emballes. Sheffield, non, je sais plus, je me rappelle de Calgary où on a fait des trucs avec Jean-Marie, mais Sheffield, je me rappelle plus. Alors, est-ce que tu te rappelles de l'année 2008 à Durban ? Oui. Parce que là, forcément, la France termine en tête, termine première. Ouais. Et c'était aussi également ta dernière compétition en élite. Ouais. Est-ce qu'avant cette compétition, tu t'étais dit que c'était la dernière ? Je te mentirais si je te dis que ça me trottait dans la tête, mais en fait, j'étais fatigué. Ouais, voilà, fatigué. Après, t'en as qui continuent encore, hein. Mais tout le temps, c'est... Du coup, ça fait 99 à 2 minutes, ça fait 9 ans d'équipe de France. Ouais, c'est court. Hein. C'est court. C'est bien, mais c'est court. Ça reste, mais tous les ans, on avait quelque chose, en fait. C'est ça. Et est-ce que, justement, là, on parlait de Durban en 2008. Oui. On parlait tout à l'heure de consécration pour le titre de champion d'Europe. Est-ce que là, tu t'es dit, une fois que le titre avait été acquis, tu t'es dit, c'est bon, là, j'ai fait, entre guillemets, j'ai fait mon temps en élite ? Oui, c'est ça, oui. Ouais. J'avais pas fait la finale à Durban. D'accord. Et tu te sens autant champion du monde que les autres quand même ? Ou t'as toujours une petite part où tu te dis... Oui, il y a toujours une petite part. Quand tu fais pas la finale, tu te dis ouais, c'est bon, je fais pas, je fais pas partie. Mais si, tu fais partie du groupe. T'as emmené. Il y a certains trucs sur certains matchs. Tu fais un petit truc de plus ou il y a pas. Ouais, non, tu fais partie du groupe. Tu joues la t'es champion du monde. Tu joues la demi-finale quand même ? Ouais. Ok, ouais, donc... t'es champion du monde, t'es champion du monde. C'est pas comme si à partir dès le quart de finale, ils avaient mis un 10 dans l'eau et après, vous avez pas revu le bassin. Écoute, pour résumer un petit peu ta carrière en équipe de France Élite, on a demandé à Stéphane de voir les souvenirs qu'il avait de toi en stage équipe de France. Et il y en a pas mal. Un stage France où tu joues au hockey même la nuit. Quand moi je dors dans le lit superposé juste au-dessus. Je palme. Ça secoue un peu, hein, on s'en rappelle. Hein. Ou tes débuts chez les pompiers où tu décalais en pleine nuit, en plein stage France, c'était assez drôle quand même. Hein. De ouf. Et tu penses entendre le bip et tu partais. Déroulez le tuyau. Ça surprend. Tu palmais la nuit du coup, c'est ça ? Ouais, en fait, je refaisais des actions de jeu ou comme il dit, au niveau des pompelards, quand j'ai débuté, tu fais quelques inters encore dans ta tête ou dans la nuit, tu te dis hop. Mais en fait, ça se sent quoi. Et du coup, bon, tu as eu quand même une carrière très riche. C'était quoi pour toi ta principale qualité ? Qu'est-ce qui faisait que Loïc Horvet il était performant au fond de l'eau et qu'il était au-dessus de certains joueurs ? Mon physique, mon gabarit. Et tu penses que ça s'arrête qu'à ça ? Que t'avais que parce que des mecs avec un gabarit comme toi, il y en a plusieurs aussi. Oui, bien sûr. Après, j'étais... je pense
puissant et rapide. Voilà, c'est ça. C'est quand je débordais sur les ailes et ainsi de suite, c'était ça qui faisait mal. Après, au niveau de l'international, au fur et à mesure, t'entends, quand les mecs en France le disent, tu dis ouais, c'est qu'en France. Mais quand au niveau de l'international, t'es un petit peu à faire attention, sans avoir les chevilles qui enflent, hein, mais à faire attention, ouais, tiens, c'est... ouais, bah bien sûr. Il faut le dire. Je grattais vraiment... quelques mètres en plus que... Ouais, ça palmait. Non, mais moi, c'est ce que j'ai tout le temps. Enfin, à un moment donné, tu as été 9 ans en équipe de France, tu as fait que des podiums. Enfin, tu as le droit de dire que tu es un bon joueur. Donc, je trouve ça bien. Mais, non, parce que c'est vrai, moi, les premiers souvenirs, quand on est arrivé moi avec Moiran, quand on était tout petit et qu'on jouait contre le Loup, c'était assez impressionnant. Parce qu'on disait, il est quand même grand et tout. Et en plus, il palmait très fort. Et du coup, avec l'inertie de la vitesse qu'il emmenait, c'était quand même assez impressionnant à voir. Hein. Et pour terminer un petit peu ta page en équipe de France, on a quand même évoqué les Masters, hein, forcément. Ouais. Tu fais partie de l'équipe Master depuis 2013 à Eguerre. Eguerre, ouais. Et ce qu'on retient forcément, c'est ça. Par contre, contre les Anglais. Ce qui fait moins chier pour le coup, c'est à Québec, en 2018, où vous terminez premier. Est-ce que, un petit peu à la manière de ce que tu nous as parlé tout à l'heure en club, tu fais un petit peu, entre guillemets, abstraction, enfin pas abstraction, mais ce titre-là, tu le vois en mode plus, entre guillemets, fun, même si c'est un championnat du monde par rapport à ce que tu as vécu à Durban? Non, pas fun. Enfin, si, parce que quand je dis fun, c'est moins de pression. C'est que là, t'as une bande de potes même. Enfin, t'as Thomas de Trébon. C'est un grand monsieur du hockey aussi. Hein, mais enfin, tout le monde avait sa place. Enfin, c'est le top. C'est le top. Puis quand tu tiens la coupe, c'est monstrueux. Comment ça se passe du coup, parce que tu as vécu, c'était un moment quand même assez fort avec de vivre tout ça avec son frère et tout. Vous en parlez beaucoup, vous êtes très pudiques l'un vers l'autre, et c'est juste on est content d'être ensemble et voilà. Ouais, non, enfin, il y a des fois même dans les repas de famille, tu dis tiens, tu te rappelles machin, ou des fois on se petites anecdotes on se balance l'anecdote ou le petit pic qui va bien, c'est rigolo. Et les parents, ils comprennent pas, hein, mais toi, tu comprends, en fait. Quand il te coachait en 2008, c'est particulier de... Parce que j'imagine, du coup... Alors bon, on sait qu'il y a Jacques qui est plutôt le mec qui parle beaucoup. Qui prend le lead. Et Luc qui est plutôt en retrait, qui va donner des petits conseils. Mais ça doit pas être facile pour lui, au moment de dire à la finale de Durban 2008, c'est mon frangin qui va pas la jouer cette finale-là. Ou il a la capacité de se détacher et dire, c'est un joueur comme un autre. C'est ça, il n'y a pas de... De toute façon, on se l'est toujours dit, hein. Il n'y a pas... Pas de traitement de faveur. Même si on joue, il n'y a pas de traitement de faveur. T'es bon, t'es pas bon. C'est ça. C'est qui pour toi le meilleur joueur avec qui tu as joué, équipe de France, club confondu? Vraiment le mec, tu te dis, lui c'était le meilleur, c'était le plus impressionnant. C'est difficile. Il y en a plusieurs. J'imagine. Tu peux en dire, allez, tu peux en dire deux, trois. Plusieurs, mais voilà, si tu m'en cites 12, je vais dire, je suis un peu déçu, je vois un peu, tu vois le. T'attendais de citer, Max? De mon club ou? Peu importe. Les mecs, depuis que tu as commencé le hockey, les mecs, tu te dis, lui c'est un tueur, c'est vraiment un des plus. C'est comme je vous disais, il y a Olivier Mathieu, grand tacticien. Jaco. Après, Arnaud. Arnaud était un arrière monstrueux. Chou, mon meilleur pote, Hervé. Qui c'est qu'il y a d'autre encore? Ça fait déjà 4, ça commence. Ouais, j'ai pas fini. Un petit dernier. Faire une équipe. Un petit top 5. On fait une équipe. Allez, un top 6. Un top 6. Non, mais ils vont mal le majeur. Sinon, le 6 majeur. Non, ils vont pas le mal le. M'en fous, c'est moi, je m'en branle. Le 6 majeur de Louloute, c'est parti. Tu nous indiques. Olivier. Arnaud, Jaco, Hervé. Il y a qui d'autre encore? Cédric. Il ne reste plus qu'à faire attention. Derrière, attention. Hein. Ouais, mais c'est de toute façon. Là... Non, Hervé, il est avant. Ouais, Hervé est avant centre. Ouais. Et 6e, je vois pas après. Hein. Tu peux te mettre dedans, Pierre, comme ça. Ouais, ça fait toi, et puis voilà. Allez, comme ça, hop, ça fait une belle équipe. Vendu. Tu penses que c'est des joueurs comme ça qu'il y a actuellement dans le hockey français, dans les élites ou pas? Ou tu dis non, maintenant ils sont très forts pour d'autres raisons, mais des mecs comme ça, il y en a plus trop parce que c'était quand même des mecs qui avaient une gouaille un peu particulière, une façon d'être un peu particulière. Et maintenant, ça a changé. Ça a changé. Maintenant, c'est plus la jeunesse. Si tu regardes l'âge moyen de l'équipe de France élite à Québec, ça n'a strictement rien à voir avec l'âge moyen de ce qu'ils ont fait de l'équipe de France quand on a été champion du monde en 2008, même en 98. Ça n'a strictement rien à voir. Strictement rien à voir. C'est pas du tout pareil. Il y a ça aussi qui change. Les mentalités.
Mais non, t'as pas de. Enfin, faut être franc, il n'y a pas de. Non, mais bien sûr. Il y a des individualités qui font du bien à l'équipe, mais il n'y a pas de caractère vraiment. Il n'y a pas de caractère fort, il n'y a pas. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a plus. Sans dire que l'équipe n'est pas, bien sûr. C'est juste une autre génération aussi. C'est ça, tout à fait. Et une autre société aussi, en fait. C'est ça, juste le monde évolue, les gens aussi. Et bah écoute, on va passer donc à la dernière page de cet entretien, la page qui va vous concerner tous les deux en plus, la page du 23 et 24 avec l'équipe de France. Donc toi, tu arrives en 2015 à Castellone avec Olivier Flandrin. Ouais, 2014, on a commencé l'équitage en 2014. Oui, le premier championnat était en 2015. Et déjà, qu'est-ce qui t'a motivé à prendre en charge cette équipe ? J'avais moi déjà fait les juniors de Fontenay pendant 3 ans et j'en avais parlé justement avec Jaco. J'avais dit ça me brancherait bien de prendre les jeunes. J'avais vu à Eger ce qu'ils avaient fait et j'ai dit ça me brancherait bien de prendre les jeunes par la suite. Et puis de fil en aiguille, hop, on est monté. Je me suis engagé au niveau des jeunes et puis c'est parti. Et le tandem avec Olivier, c'était excellent. C'était quelque chose que toi tu voulais aussi, d'être en tandem avec lui ? Non, parce qu'on cherchait un entraîneur et Olivier s'est proposé et puis ça s'est super bien passé quoi. Ça s'est super bien passé. Le retrait, même si lui n'avait pas de passé, on va dire, international, ça s'est super bien passé parce que qualité physique, au niveau course à pied, au niveau cardio et tout, il en bouffe. Je pense qu'il en bouffe encore. C'est sûr. Justement, tu parles de cardio et de préparation physique. Ouais. Il y a certains joueurs qui gardent certains petits souvenirs de vos préparations physiques, notamment Pierre Alban, qui garde un souvenir de la préparation à Hobart. On va l'écouter. Je vais te raconter une petite anecdote, je ne sais pas si tu t'en rappelles. C'est d'où vient l'expression saltant, qu'on utilise énormément là, avec toute la bande de copains avec qui tu nous as amenés en 2015. Cette expression, elle vient d'un stage au Puy-en-Velay, où avec Olivier, tu nous avais amené courir. Parce qu'il fallait savoir que Louloute venait toujours courir avec nous pendant les exos physiques. J'aimais pas ça. Et à ce moment-là, il faisait chaud au puits, mais il faisait chaud. Et le puits s'est vallonné, et il faisait chaud. Et on courait. Et la Louloute, tu sentais qu'il en chiait quand même. Ça le temps pour les gros. Chaud. Il était rouge, mais rouge. Et du coup là, à un moment donné, on monte, et avec les potes, on dit « Ah putain les gars, sale temps. Ah, sale temps pour les gros. » Avec toute l'affection qu'on lui porte et tout. Et c'était d'autant plus vrai qu'il y avait Maxime avec nous, qui n'est pas non plus à fin grand coureur. Et on disait, ah putain les gars, sale temps pour les gros. Alors faut savoir qu'après ça, Louloute a quand même fait une insolation, et qu'il a dû complètement arrêter de courir, et qu'après, il n'est plus allé courir avec nous en stage. Donc voilà pour la petite expression sale temps. C'est vrai, j'avais gerbé tout ce que je pouvais. Parce qu'on avait fait le VTT. Ouais, le VTT, la course et tout. J'étais sec, mais sec. C'est vrai que t'as plus jamais couru après ? Si, toujours venu avec nous. Parce que, quoi qu'il arrive, après, que ce soit tes qualités physiques ou tout ça, que tu sois international, tu cours avec les mecs, tu leur demandes. Mais ce que tu leur demandes, c'est ce que je me suis toujours dit, fais-le. Après, je peux pas faire les tests qu'ils faisaient, il n'y avait pas de souci. Mais sur les tests aquatiques et tout ça, je faisais les tests apnée avec eux. Certains tests apnée, je faisais pas tout non plus. Mais voilà, c'était pas la manière de me justifier, mais c'était la manière de dire, tu vois, je demande 1000 mètres, au test apnée ou 425 mètres ou tout ça, et je le fais. Et puis voilà, je faisais pas 425 mètres, je sais plus combien je faisais, mais bref. C'était toujours, et puis pour eux, c'était toujours un défi, à dire, tiens, je vais le gratter, voilà, c'est ça. Et après, mais il y a comme ça que tu crées une émulation, sinon ta cohésion, elle part de là. Si tu mets la barrière coach-joueur, il y a le coach et joueur, voilà, c'est ça, c'est comme ça, mais il y a aussi coach-joueur, et puis si tu crées pas des liens, ça marchera jamais. Enfin, c'est ce que je pense, mon avis. Max, tu confirmes ? Oui, forcément. Non, mais c'est vrai que c'était toujours des bons moments. Il faisait tout avec nous. Après, il y avait surtout, je pense qu'on en parlera après, les Barouds où il venait avec nous et tout. Donc, non, c'était sûr, il avait toujours cette capacité à. Mais moi, c'est ce que j'ai dit. En fait, il était humble parce qu'il aurait pu. Il se mettait pas au-dessus de vous, ouais. Ouais, il se mettait jamais au-dessus de nous, jamais au-dessus du groupe
Et c'est ce qui nous a transmis, je pense, qui était très important, c'est que c'est l'équipe avant tout et les égos. Même s'il y a des égos, forcément, quand il y a des athlètes de haut niveau et quand il y a des égos, mais l'ego, il doit servir au collectif et que si jamais ton ego il commence à être dangereux pour le groupe, bah, il avait cette capacité de se dire non, là tu deviens dangereux pour le groupe, donc tu vas te mettre de côté. Donc non, c'était hyper cool. Et je me souviens très bien de cette épopée au Puy-en-Velay. Et puis tu vois Louloute qui fait quand même 2 mètres et il commence à être pas bien, tu te dis, waouh, sinon on va devoir le porter et l'emmener quelque part. Mais le pire, c'était avec le VTT, quoi. J'avais envie de gerber, mais il faisait chaud. On a été con de faire une sortie quand même. Il faisait chaud. J'avoue. Là, on est dans le championnat. Cette fois-ci, on est à Castellón. C'est avant le quart de finale contre la Nouvelle-Zélande. Et justement, Max parlait de la difficulté de potentiellement devoir te porter. Il y a peut-être eu un moment où il y a eu besoin de te porter. Mais ça, c'est Olivier qui va nous le raconter. Moi, je suis allongé sur mon lit. Louloute décide de prendre une douche. Donc, la douche était composée de grandes verrières sur les 3 ou 4 côtés. De ouf. Voilà. Et d'un coup, une explosion. Mais un bruit phénoménal dans l'hôtel. Moi, je me demandais ce qui se passait, s'il y avait une explosion, quelque chose avait sauté. Au 3e étage, on était, je crois, au 3e étage, tout le monde avait entendu, y compris au rez-de-chaussée. Donc, en fait, Louloute avait littéralement explosé la douche. Donc, en fait, il avait glissé, en essayant de se rattraper. Tous les éléments constitutifs de la douche ont volé en éclats. Donc, il s'est retrouvé allongé dans le fond du bac, recouvert de bouts de verre et coupé à de très très nombreux endroits. Donc je suis arrivé sur la scène, c'était un véritable carnage. Il y avait du verre partout, il y avait du sang partout. Et Louloute qui évidemment ne pouvait pas bouger dans le bas. Donc vu le gabarit, seul je ne pouvais pas faire grand chose. Donc j'ai été chercher rapidement de nombreux joueurs. On a réussi à le sortir de la douche avec des serviettes en prenant le plus possible de précautions pour ne pas trop couper. Mais il était quand même coupé sur tout le corps et donc il a fallu enlever tous les bouts de verre, mettre des straps et des scotch un peu partout. Et donc du coup, se retrouver dans l'eau 2 heures après pour coacher le match contre la Nouvelle-Zélande qu'on a malheureusement perdu alors qu'on les avait accrochés au round robin. Donc c'était finalement pas une très belle journée. On les a eu l'année d'après, il y a 2 ans après. Mais c'est rigolo parce que nous on était vraiment au premier étage. On était tranquillement dans les chambres et d'un coup on entend un bruit de fin du monde. Mais vraiment, un bruit de fin du monde. Et nous, moi j'étais avec Nico et on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et vraiment on était sortis dans le couloir, il y avait les filles aussi, on était là mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est petit Ced qui revient en courant. Les gars, Louloute il ressort, il est tombé dans la douche, il a explosé la vitre. Et nous on était là mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup on monte tous comme ça et là tu vois donc forcément ton coach il a des bouts de verre partout. Bon, c'est un dur, donc il était c'est bon les gars, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème et tout. Et je me souviens, il avait joué tout le quart de finale. Il avait un grand bandage comme ça, là, et tu te dis, waouh, c'était impressionnant. Le bruit, c'était impressionnant. Et puis voir la fin. Je m'étais éclaté comme une merde dans la douche. La petite glissade qui fait mal. Ouais, enfin, pour sortir en fait, et là j'ai ripé. J'ai cogné le long de la première paroi, puis après, tout est venu. Hein, c'était du marbre partout, mais enfin. Éclaté par terre et tout m'est venu sur les cuisses, dans les bras, dans le dos, j'en avais partout. Et je me rappellerai toujours, il me faut des serviettes. Et je retirais les morceaux de verre à la main, il me les retirait dans le dos et on est passé et à ce moment-là, tu avais la femme de chambre qui était venue aussi dans le couloir. J'étais à poil avec la serviette ici, en sang, vous inquiétez pas, hein, oh là, hop. J'étais dans une autre piole et j'ai tout retiré. Voilà, c'était une belle anecdote. Ça n'a pas perturbé ton coaching? Non, du tout. Ce qui me faisait chier, c'était pour les mecs, en fait. On en avait reparlé avec Olivier, c'était c'est pour ça que ça va. Bah oui, ça va. Enfin, je suis encore là, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, et puis je pense je parle pour moi, mais je pense que je parle pour les gars. Ça nous a, du coup, Louloute avait l'air serein, et on a plus ri tout de suite. Oui, d'accord. Je pense que sur le coup, en fait, quand tu te rends compte, c'est assez grave, il s'est explosé dans une vitre, il y a des bouts de verre partout. Mais lui, il était très calme avec Olivier aussi, et du coup, ça nous a. Je pense, tu vois, dire c'est une explication peut-être pour notre défaite, je pense pas du tout. Ça n'a pas influé, ouais, tu penses? Non, je pense pas que c'est influé. Ils étaient beaucoup plus forts. Oui, clairement. Il n'y a pas photo. Clairement, il faut dire ce qui est. Et puis, on en reparlait, hein, t'en parlais justement. Vous les retrouvez 2 ans plus tard à. Ouais. Mais avant, sur Castellón, tu vois, quand on est parti. Toi, tu t'es dit, il y a moyen de faire un. Comment tu voyais l'équipe? Après, toi, c'était première expérience de coaching? Pour moi, je suis parti. Il y avait un bon groupe. Parce que quand tu regardes Tissed, Nico, toi, Benji, ce qui est dommage pour Benji de faire cette place-là parce que on aurait pu faire vraiment un gros truc. Et il n'y avait pas les coachs ont une part de responsabilité comme tout le monde, hein, même les joueurs. Hein. Bien évidemment. Mais on n'avait pas le petit clic pour dire faut qu'on passe au-dessus.
A contrario, au Bart, on l'a eu. Mais avant ça, il y a encore eu une préparation qui a encore marqué pas mal de joueurs. Ouais. Là, tu vas avoir 2 anecdotes qui vont arriver. Bah écoute, c'est parti. Et pour l'anecdote, alors c'était un stage long à Pleurémel en 2017, on préparait au Bart. Et il y avait on était au camping, il y avait un lac. Et il nous a fait courir autour du lac. Et à un moment donné, il dit oh, les débiles, ce qu'il nous appelait tout le temps les débiles. Allez, tout le monde dans l'eau, donc on va tous dans les temps. Lui aussi, on commence à s'éclabousser parce qu'il faisait chaud. Et en fait, Olivier, il était sur le bord et il fait les gars, regardez, sur le panneau, il y a marqué baignade interdite, risque de champignons et tout. Donc on est sortis, on a bien rigolé. Et puis c'était un bon moment. Voilà. Ah, de ouf. Bon, ce qui va nous manquer de la période louloute, c'est les petits exercices, les petits wood, la sortie de son chapeau, en extérieur ou à l'intérieur. Vraiment pas mal. Bon, sauf une fois à Châlons-en-Champagne, là où je nous avais fait proposer un petit exercice d'apnée où les 12 personnes devaient faire chacune leurs 50 mètres tout en attendant tout le monde. Celle-ci, je pense qu'elle était objectivement pas possible, mais bon. Exact. On t'en veut pas pour le reste, c'était top. Alors, possible ou pas possible, ça déjà. l'avait marqué. Ah ouais. Le deuxième, là, ce qu'il raconte Hyacinthe, vraiment, donc, l'autre, il aimait bien nous faire des exercices d'apnée à la fin des blocs ou avant les blocs et tout. Et là, il nous dit, bon, les gars, les 6 s'immergent. Ouais. Je dis, ok. Le premier part, il fait 50 mètres d'apnée. Les autres attendent. Hein. Les autres attendent. Le deuxième part, il fait 50 mètres d'apnée. Ok. Le troisième part, il fait 50 mètres d'apnée. Tout le monde reste sous l'eau, les gars. Tout le monde reste sous l'eau. Nous, on écoute au fait. Waouh. Le premier, s'il veut, pour monter prendre une inspi. On dit ça comme ça. Le quatrième part, il fait 50 mètres apnée. Le cinquième part, il fait 50 mètres apnée. Et là, tout le monde remonte. Et là, on se dit, mais c'est vraiment possible, ça? Est-ce que c'est vraiment possible? Et on part, et je me souviens, c'est Hyacinthe qui part le premier. Il fait le 50 mètres apnée. Il revient. Je pars le deuxième. Je fais le 50 mètres apnée. Et là, je me rends compte que je suis à bout d'apnée, en fait. Je dis vraiment, ouais, je suis à bout. Il y en a encore 3 qui doivent passer. Et là, Hyacinthe me regarde et il éclate de rire. Du coup, on a tous éclaté de rire. Et on s'est dit, mais c'est pas possible. Alors, on s'était fait engueuler parce que forcément, lui, il dit, ouais, ça me fait chier, vous avez pas tenté et tout. Mais après, on a rigolé, on disait, mais les gars, on est d'accord, c'est pas possible son exercice. Moi, ça me semblait impossible. Mais c'était hyper dur et tout. Et du coup, ça nous avait fait beaucoup rire. Est-ce que c'était possible, cet exercice? Est-ce que tu penses que c'était possible? Bah non, c'était pas possible. J'étais débile, mais fallait leur montrer que. Je leur ai toujours dit, si vous allez au bout des choses. Enfin, allez au bout de votre connerie, quoi. J'étais au bout de ma connerie. Je les ai même engueulés, hein, c'est vrai. Hein. J'avoue. Ah ouais, on avait pris une brasse et tout. Hein, ouais. Propre, hein, en fait. Hein. Mais ce stage à Châlons-en-Champagne, je sais pas si tu te souviens, il y avait plein d'histoires hyper drôles, notamment. Donc, Louloute et Olivier nous faisaient remplir un petit carnet d'entraînement. On devait noter tout ce qu'on faisait sur le mois. Tout ce qu'on avait fait sur le mois, donc on devait l'écrire et tout, tac, tac, tac. Donc, soit on l'écrivait en papier, soit on l'envoyait par mail à Olivier. Mais bref, il voulait savoir tout ce qu'on faisait. Et il y avait Arnaud Lagab à ce stage-là. Et l'autre, il propose à Arnaud Lagab de venir et de débriefer un peu nos carnets. Et donc Arnaud passe sur nous, il dit pas grand-chose, il était assez positif et tout. Et là, il arrive sur Thomas Griffon. Et il fait... il se pose un peu, tu vois, il marque un petit blanc. On se dit, oula, qu'est-ce qui va se passer? Et là, Arnaud, il fait... on est le combien, là? Donc on devait être début mai. On est le 1er mai. T'as déjà fait tous tes entraînements de mai, toi, Thomas Griffon? Donc là, on éclate de rire, on dit, ouais, il a rempli son carnet en avance et tout. Donc on commence à rigoler. Bon, après, il avait pris 2-3 tirs en plus, mais ça nous avait fait beaucoup rire. C'était hyper cool. On rigolait bien. Et bah écoutez, là, on part du coup au Bart cette fois-ci, là, donc en 2017. Après donc ces fameuses préparations, avec ce round robin d'abord avec 2 défaites, une défaite d'entrée contre la Turquie, une défaite aussi contre la Nouvelle-Zélande. Lourde défaite d'ailleurs, il y a eu 5-1. 5-1 ou 5-2? 5-1, ouais. Et ensuite, il y a ce quart de finale contre l'Afrique du Sud remporté 1-0. Ouais, ça a été chaud. On avait d'ailleurs parlé un petit peu, où toi tu m'avais dit que l'équipe était totalement rincée à ce moment-là. Ouais. Et justement, après, il y a la demi-finale, la fameuse demi-finale donc, contre la Nouvelle-Zélande. Et en fait, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est peut-être pas tant le match en lui-même, c'est l'avant-match, en tout cas de ce qu'on m'a raconté. Et c'est d'ailleurs Olivier qui va nous résumer un petit peu ça. Deuxième anecdote, toujours contre la Nouvelle-Zélande, mais cette fois on est au Hobart en 2017. Donc là on rencontre la Nouvelle-Zélande en demi-finale. Donc la Nouvelle-Zélande nous avait battu très nettement en round robin, donc un match qui s'avérait certainement très difficile. Donc on décide de cette fois pas tant calme, mais un temps de repos, de randonnée. En fait, on part au jardin botanique d'Hobart. Et là, avec l'ensemble des joueurs, ça a duré quand même à un certain moment, peut-être 1h30, 2 heures. On a passé vraiment un moment de partage vraiment très intense.
C'est-à-dire qu'on n'a quasiment pas parlé de hockey, mais l'ambiance était vraiment très agréable. On a vraiment senti que le groupe était super soudé. On a pris des photos, on a lancé des pièces dans une fontaine. Ceux qui sont là s'en rappelleront. Et voilà, c'était vraiment un moment de partage avec les joueurs, vraiment très, 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 très intense. On revient à la piscine et on gagne ce match contre la Nouvelle-Zélande. On a encore des sanglots dans la voix. Ouais. C'était super. Il est con, lui. Il me fait chialer. Ah ouais, le con. Ah ouais, on avait commencé la journée, la demi-finale était à 19h le soir. Ouais, et super donc la journée était hyper longue en fait. Et ouais, ça va être je pense que tu demandes à tous ceux qui étaient là, c'est leur journée de vie, l'une des plus folles journées de vie qu'on ait vécues en fait. On avait fait. C'est là où tu as le partage, c'est la cohésion entre les joueurs et les coachs. Et tu avais Max, Hyacinthe, tu avais même Nico aussi qui était venu quand vous nous aviez proposé. Ouais, enfin, faut qu'on fasse. De toute façon, on est sorti du match round robin. On est sorti du match. Et je l'ai dit à Olivier, je ne sais plus quel joueur, peut-être à Max ou bref, on peut les battre. C'est con, mais on peut les battre. Et même eux l'avaient dit, il y a la place. Et c'est impressionnant, mais ouais, il y avait la place. Et on se l'est dit. Et bref, on fait justement le jardin botanique. Et après, Hyacinthe, Max et il y avait Nico aussi, Grand Damas. Ils sont venus et ils nous ont proposé une solution, le carré. Hein, on est d'accord, hein, c'est comme ça qu'on l'a appelé, le carré. Carré magique. On fera le carré magique, voilà. Et on a validé avec Olivier. Ils nous l'ont expliqué déjà comment on allait faire, machin. On a validé et après on a réuni tout le monde et ils ont expliqué comment. Enfin, ils l'ont expliqué à tous les joueurs devant nous. Ils l'ont expliqué et on a dit on s'y tient, mais on s'y tient du début à la fin. On ne lâche rien. On fait le carré, on lâche rien. C'était peut-être un truc de porc, on s'en fout, et pour l'instant, on est vice-champion du monde, quoi. Puis eux, ils se sont ratés. Bref, quoi qu'il arrive, c'était un truc énorme, énorme. En fait, on les a pris à leur propre jeu. C'était monstrueux. Est-ce que c'est finalement le souvenir le plus marquant que tu gardes de ta carrière de coach équipe de France ? Ouais, il y en a d'autres forcément. C'est un parmi quelques-uns. Après, toutes les conneries, il y a eu des engueulades, il y a eu tout ça. Hein. Après, il y a eu Sheffield, mais c'est énorme. C'est une aventure humaine qui est énorme. En plus, avec des mecs, si t'as pas l'adhésion des mecs, tu peux pas avancer, c'est pas possible. Mais il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes dans ce que dit Louloute, c'est qu'avec Louloute, quand il nous coachait, il n'y avait aucun tabou et on pouvait tout lui dire. Même quand on n'était pas d'accord, même si on n'était pas content, même si on était énervé, on pouvait se moquer de lui, il n'y avait aucun tabou. Mais le respect, il était toujours là, toujours présent. Ça veut dire qu'à un moment donné, je suis pas d'accord avec toi, Louloute. Il me dit, ok, je t'entends, mais moi, ça sera comme ça que ça se passera. Bon, ok, il n'y a pas de souci. Et ça a toujours été comme ça. Et humainement parlant, c'était quelqu'un de. Ça l'est toujours, mais de quelqu'un de très ouvert et qui n'a jamais perméable à son ego, en fait. Son ego n'existait pas. Et c'est toujours, je ferai tout pour l'équipe. Et c'est en ça qu'on a réussi. Et je pense qu'avec notre génération, c'est exactement ce dont on avait besoin. Et ça a marché. Bon, on aurait aimé ramener une médaille d'or, mais voilà. Mais cette demi-finale, c'est fou parce qu'on le gagne 4-1. Hein. 4-1, ouais. Parce qu'on perd 5-1 et derrière, on leur met 4-1 en demi-finale. Donc vraiment, on leur avec un quatrième but de Maxime Piazza, je crois, le quatrième. Oui, mais bon, c'est surtout un. Ouais, mais t'as pas dit qu'avant, il était en prison. Ouais. C'est vrai qu'il était en prison et dès qu'il est rentré, il a marqué. Mais c'était surtout, collectivement, c'était surtout ça en fait. Et je me souviens, dès la première action, donc on part, il y a le départ qui est pris, on décale sur la droite. Et ça part, et moi je me souviens, je pars sur la droite, Damien arrive derrière, Hyacinthe arrive derrière, et on va jusque dans l'angle, on fait le L et on marque, but refusé. Et là on se regarde avec Hyacinthe et Damien, avec un grand sourire, on fait ça marche, ça marche, ça marche. Et ça nous a mis dans le match et derrière, mais tu vois, ça dit plein de choses parce que l'autre, on est venu le voir avec une tactique. À aucun moment il nous a dit non mais c'est moi le coach. Non, il a dit ok les gars, je crois en vous. Et si ça n'avait pas été Louloute, ça se trouve on s'aurait jamais dit on y va, parce qu'en fait avec Louloute on savait qu'on pouvait lui dire ça. C'est vrai qu'il allait vous écouter. Mais bien sûr, et c'est ça a été ça sa grande force de toutes les années où il nous a coachés en fait. Et tout le monde le dira, hein, humainement parlant. Bien sûr qu'on a des choses à lui reprocher et on lui a dit quand on avait des choses à lui reprocher. Mais par contre humainement parlant, tout le monde le dit, c'est notre aventure humaine la plus folle qu'on ait vécue. C'était incroyable. Je pense que c'était une équipe assez incroyable. Et d'ailleurs, ça s'est prouvé, c'est qu'il y a beaucoup de ces mecs-là qui se sont retrouvés en élite et qui sont encore aujourd'hui dans le parcours élite. Mais c'était une sacrée aventure. Sacrée aventure. Et j'ai une petite anecdote, c'était rigolo. Donc en demi-finale, on gagne 4-1. Il reste 20 secondes, donc clairement, on se dit, ça y est, on est en finale. Et je pense que l'autre était très stressé.
et que le stress commençait à s'évacuer. Et il m'attrape comme ça, il me dit Max, 20 secondes, Max, 20 secondes. Et du coup, je me dis ouais. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et en fait, c'était juste qu'il disait bah voilà, 20 secondes, on a gagné, ça y est, c'est fait, on est en finale et tout. C'était ouf, incroyable. Toi, c'est le plus gros souvenir que tu as en catégorie jeune, cette demi-finale. Dans le hockey subaquatique tout court. Moi, c'est le. Bon, on en parle souvent avec Pierre Alban, Yassin, Damien, Nico, Pedro, qui sont les mecs avec qui je suis encore bien en contact. Mais c'est mon aventure humaine, même dans ma vie personnelle la plus incroyable que j'ai vécue. Et dans le hockey, oui, rien ne remplacera jamais, je pense, la demi-finale de Hobart 2017 contre l'Enz. C'était fou. Et justement, on en discutait. Est-ce que toi, un peu la même question qu'avec Stéphane Royer tout à l'heure, tu vois certains des gars arriver en élite et tout, tu te dis putain c'est cool les gars, je suis content que vous en soyez là, ou pareil tu te détaches et tu te dis non ça c'est leur histoire et notre histoire on l'a écrit ensemble, ou bah non, est-ce que tu moi ce que je veux dire c'est est-ce que tu te dis c'est un peu aussi grâce à moi qu'ils en sont là, ou tu te détaches complètement et tu te dis non c'est leur histoire et c'est leur... Je me dis pas c'est un peu grâce à moi, ce que je me dis c'est que t'as entraîné des mecs et il y a une évolution, enfin il y a une suite logique, et la suite logique elle est là. PA, comment toi, Hyacinthe, enfin la suite logique, ça suit. Quand tu vois les sélections qui sont faites, c'est... Et est-ce que, genre, quand on jouait en 2017, dans les années de stage, est-ce qu'on t'impressionnait, ou est-ce que tu te disais, ouais, non, il y a encore du travail sur certaines choses et tout, ou tu te disais, putain, ouais, ils sont bons les merdeux, il y a quelque chose qui va être fait et tout? On avait, enfin, sans mentir, hein, il y avait un 8, on va dire, on avait un 8 avec Olivier, où vraiment on se disait ouf, on va entretenir le 8, et à côté ce qu'on voulait c'était entretenir ce 8 là, et que les 4 on va dire ou 5, donc le 12e et le 13e, qui puissent vraiment pas forcément avoir le même niveau que ces mecs là, mais suivre le groupe en fait, que ça fasse 12, voilà, c'est ça qu'on voulait, c'est ça on l'a toujours dit, hein. L'événement par le haut, ouais. Voilà, c'est ça. Et de toute façon, tu le vois, dans le jeu, les mecs qui jouent en club régulièrement ensemble et tout ça, ça se voit, c'est flagrant. Et écoute, on va passer à la petite dernière partie aussi, donc, puisque toi tu as continué en 2019 à Sheffield, vous terminez 5e avec l'équipe de France, mais c'était un changement de génération, il n'y avait que 2 joueurs en commun avec 2017. Est-ce que c'était dur pour toi de repartir avec une nouvelle génération? Non, parce que c'était une très bonne, c'était une très bonne génération. Ils étaient champions du monde à Hobart, donc il y avait les bases, tu savais. Kevin là qu'on voit là, en photo, il est de mon club. Après, en l'occurrence, tu avais des mecs de Clamart. Joël, quand il palmait, Magasson, il faisait toujours 1000 mètres ou un peu plus. Il n'y avait pas de souci, même en petite palme en plus. Donc, mais on n'a pas retrouvé l'émulation qu'on avait en 2017, ce qui est tout à fait normal. Je pense, on pensait retrouver cette structure, cette ossature qu'on avait en 2017, mais en fait, on n'a pas pu la retrouver. On avait une très bonne équipe, mais ça n'a pas matché. Pas le même déclic. Ouais, pas le même déclic. Peut-être qu'on attendait trop, peut-être pas assez. Je sais pas. Je peux pas te dire. Toujours en question. Et parce que on le sait, ça s'est pas très bien fini en plus avec les gars, ça s'est un peu ouais. Est-ce que tu regrettes d'être parti jusqu'à Sheffield, ou tu te dis non, c'est comme ça, parce que on aurait pu se dire j'aurais pu finir sur un titre, une place de vice-champion du monde. Ouais, bien sûr. Et finalement, je finis sur une 5e place, que tu te dis j'aurais Alors, c'est décevant parce qu'on termine sur une 5e place, forcément. Moi, ça m'a rappelé Castellone, où t'as le sentiment où t'as des mecs qui tournent à 1000 mètres et 425 mètres qui font certainement mieux que certains élites actuellement. Ok, on est d'accord, mais tu te dis, on part déjà avec un certain niveau physique où on est bien, malgré tout ça, on a fait 5e, et on n'a pas su avoir ce déclic-là. C'est comme je dis, c'est notre faute, mais oui, après on s'est expliqué avec les mecs et... Moi, je me souviens parce que j'étais là, parce que j'étais allé voir Laurine. T'avais l'air très touché, vraiment. Moi, j'ai été blessé, faut être franc. J'ai été blessé sur certaines paroles de mecs où tu te dis, tu t'investis en fait. C'était ça.
Dans ma tête, c'était mon dernier. Mon dernier, il fallait que je fasse quelque chose. Peut-être que j'avais trop en tête. Peut-être Olivier aussi avait... mais ce qui a été sur les paroles, c'était une facilité. Vu que je suis ouvert, on était ouvert à tout, comme le disait Max tout à l'heure. Certaines paroles ont été blessantes parce qu'elles sont arrivées à la fin du championnat du monde. Pourquoi tu ne nous le dis pas avant ? Pourquoi tu t'exprimes maintenant ? On te demande de t'exprimer, pourquoi tu ne le dis pas avant ? On a toujours été ouvert avec Olivier. On a toujours dit, il faut... si vous avez quelque chose à nous dire, dites-nous-le maintenant. C'est pas... on réglera les choses, il n'y a pas de souci. Peut-être que ça va vous frustrer, peut-être qu'on sera frustré, c'est sûr. Mais on avancera, c'est sûr. Maintenant, c'est fait. Hein. On ne va pas revenir sur le passé. Hein. 5e, c'est chiant, mais on peut faire... Il y avait moyen de faire le podium. Champion du monde, je pense pas. Faut être franc, champion du monde, je pense pas. Avec l'équipe qu'il y avait, physiquement, on était là, mais champion du monde, je pense pas. Le podium, ouais. Le podium, oui. Pour toi, qu'est-ce qui a manqué à cette génération-là ? Tu penses que c'est le collectif qui n'a pas su répondre à des choses ? Ou est-ce que peut-être que vous avez voulu faire la même chose qu'avec nous avant, et en fait, eux, ils n'avaient pas besoin de ça, ils avaient peut-être besoin d'autre chose ? Je pense que c'est ça, parce que nous, on a voulu garder... T'as quelque chose qui marche avec une équipe, donc tu le reproduis sur l'autre équipe. On était fixé sur un certain type de jeu, et faut être franc, il y en a qui adhéraient pas dans l'équipe, qui le faisaient à la fois comprendre et à la fois voir. Maintenant, ça n'a pas marché. Dans le jeu, ça a toujours... ils se sont toujours bien bastonnés, mais c'était délicat. Et c'est vrai que moi, du coup, qui était là, c'est ce que je disais, je trouve que c'est le moment où tu leur as demandé un retour, alors effectivement qu'il a fait mal, et je trouve que c'est là où j'ai l'impression que vraiment ça a été le point de rupture, et tu as perdu un peu cette capacité que tu avais à encaisser. Ok, on me critique, je vais essayer de calmer les choses. T'avais quand même pris les choses très à cœur, et je t'ai senti très énervé en fait. Ouais, moi ça m'avait énormément surpris, parce que je t'avais jamais vu comme ça. C'est ça justement. Je pense que je m'étais fixé podium, c'est sûr, et puis avec une équipe comme ça, tu pars pour un podium. Enfin, on est au championnat du monde. Mais peut-être trop, comme tu dis, peut-être trop... j'ai encaissé, mais le problème qu'il y a, c'est que le point, ce qu'on a fait, le point de situ avec tous les mecs, on l'a fait à l'issue du championnat du monde. Il arrive trop tard. Ouais. Donc la frustration des mecs déjà d'être 5e, déjà que nous, coach, forcément, et après peut-être les petites rancœurs qui vont bien, où à un moment donné, tu dis, non, c'est comme ça, c'est tout. Il y a des fois où je dis, c'est comme ça. Il faut savoir accepter ce que je dis, c'est cette ligne de conduite qu'on a, et on la garde. Et finalement, maintenant qu'on a dit tout ça, quel bilan tu fais de ta carrière en tant que coach équipe de France jeune ? Bilan mitigé. 2 places de 5e, une place de vice-champion du monde, c'est ça qui te manque, on va dire, à ton palmarès ? Manque, c'est... Non, c'est pas un manque. Mais, bilan mitigé au niveau du score. Parce que, 2 fois 5e, et puis une fois... Parce que le 5e à... Le 5e à, comment on appelle ça, à Castellone, c'était... Il n'a pas le même goût que le 5e à Sheffield, je pense. Il y a ça aussi. Mais à Castellone, on aurait pu sortir notre épingle du jeu et faire un podium. Pas champion du monde. Mais on aurait pu faire un podium. Castellone, c'est pareil. Je visais le podium et on avait l'équipe pour un podium. Pas champion du monde. Et est-ce que tu te dis que tu n'aurais pas aimé repartir ? Parce que après Sheffield, s'il n'y avait pas eu le Covid, vous auriez continué avec Olivier. Vous étiez parti pour continuer. Non. Parce que la première manche 1, tu avais rassemblé les gars, les potentiels moins de 23, tu avais commencé à parler quand même. Oui. Mais c'était, comment on appelle ça, on s'était laissé le temps de réflexion. Ouais, je sais plus, c'était un mois, un temps de réflexion. Mais ça aurait été dur de repartir. Et tu t'es pas dit, je me finis ma boucle avec les gars au bar, je prends une nouvelle équipe de jeunes, par exemple les moins de 19, ça t'intéressait pas, les plus jeunes ? Non, plus jeunes, non. Moins malléable. Et est-ce que là, maintenant que tu es un petit peu plus en retrait du monde du hockey, oui, tu te vois un jour réentraîner une équipe de top niveau ? De niveau international, une équipe de France par exemple ? Élite ? Élite. Bon, ça m'a trotté dans la tête quelques fois, mais...
Plus tard, je sais pas, hein, on ne sait pas de quoi il fait demain. Oui, t'es pas fermé à l'idée, quoi. Non, je suis pas fermé à l'idée. Maintenant, on va prendre le temps de... Voilà. Ouais, il y a ça aussi, oui. Maintenant, j'ai goûté une petite vie qui est sympatoche. Écoute, avant de se quitter, il y a quelqu'un qui voulait te rendre un petit hommage, qui n'a pas pu faire de vidéo. C'est quelqu'un qui t'apprécie beaucoup, forcément. C'est Jimmy Herbert, qui est un entraîneur qui a été entraîneur de l'Afrique du Sud pendant des années, entraîneur des Pays-Bas, qui t'a rédigé une petite lettre que je vais te lire. Alors, c'est un honneur et un privilège d'écrire quelques mots sur mon ami et l'ami des meilleurs joueurs du monde de hockey, Loïc Horvet. J'ai rencontré pour la première fois ce gentil géant à la fin des années 90. Depuis, nous nous sommes revus lors de nombreux championnats d'Afrique du Sud, des championnats d'Europe et le plus important, le championnat du monde. Au cours de ces 20 années de compétition, Loïc a reçu plus de médailles que beaucoup. Une réussite fantastique, c'est le moins qu'on puisse dire. En tant qu'entraîneur et chercheur universitaire en sciences du sport, Loïc n'a jamais cessé de m'épater. Pour commencer, Loïc a détruit le cliché qu'il faut être maigre pour être en forme. En tant que géant à plus d'un titre, Loïc n'a jamais été maigre, il a toujours été en super forme et on ne pouvait pas l'arrêter dans l'eau. Une autre caractéristique remarquable de Loïc est son énorme QI hockey. Le QI élevé de Loïc lui permet de comprendre facilement des stratégies complexes et de réagir de manière remarquable dans ce monde sous-marin silencieux où un joueur de haut niveau n'est guidé que par sa compréhension de la dynamique de jeu et son intuition. Son éthique sportive a immédiatement attiré mon attention lorsque j'ai vu Loïc jouer pour la première fois un match de haut niveau. Loïc jouait toujours dur, mais propre. Bien qu'il jouait toujours pour gagner, il voulait toujours jouer de la manière la plus juste et dans l'esprit sportif, même si personne ne regardait. C'est un rêve pour tous les entraîneurs d'avoir un joueur comme Loïc. Non seulement il avait la capacité intellectuelle de comprendre le pourquoi du comment, la volonté d'écouter et d'apprendre, un désir d'être dirigé et coaché, mais aussi la discipline et le contrôle total de ses actions. Ses actions étaient toujours réfléchies, ce qui conférait à Loïc une domination physique et une concentration absolue. En tant que joueur de haut niveau, Loïc est naturellement craint par ses adversaires, mais apprécié, aimé et respecté par tous les joueurs du monde. Pour ma part, je me considère chanceux que ma vie ait croisé celle de Loïc. Un joueur hors pair, Loïc Horvet, je te salue, le Jimbo. Ouais, Jimbo, ça me touche énormément. C'est un grand monsieur du hockey que, oui, j'ai vu. Ouais, c'est un grand monsieur du hockey et il est gravement, on va dire gravement malade. Hein. C'est un grand monsieur. L'Afrique du Sud, c'est un pays que tu connais un petit peu. Je connais bien. Et on a toujours, il a toujours aidé les joueurs internationaux lorsqu'ils arrivent sur le territoire sudaf. Que ce soit pour les hébergements, que ce soit même pour leur famille et ainsi de suite. C'est un grand monsieur, ce mec-là. C'est un grand monsieur. Qu'est-ce qu'il représente pour toi, finalement ? Il représente l'Afrique du Sud. Moi, j'ai toujours apprécié Jimmy. C'est touchant. C'est vrai, il tenait vraiment à te transmettre ce message que du coup ça me touche énormément. Franchement, Jimbo. Écoute, avec lui aussi, on en a des anecdotes. Je t'enverrai le message, comme ça tu pourras, comme il est en anglais, j'ai peut-être raté un petit peu des trucs dans la traduction. Pas de problème. Je te l'enverrai après. Merci beaucoup. Écoute, Loïc, je pense qu'on a fait le tour de ta belle et longue carrière. Merci à toi d'avoir été un petit peu le cobaye de cette émission. Merci à toi, Max, d'avoir participé avec moi, de commencer, comme on l'a dit, cette nouvelle aventure. Avec grand plaisir. Et puis écoutez, on se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. D'ici là, je vous dis à la prochaine sur WH News. Salut. Merci.